Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, cérémonie de remise de prix aux 160 nouveaux bacheliers primés. C'était ce matin au palais de Koulouba en présence du président de la transition. Le chef de l'État n'a pas manqué de leur prodiguer des conseils pour garder le cap. Le chef du gouvernement, lui, était au Centre national de coordination du mécanisme d'alerte précoce et de réponse aux risques. Sur place, il a réitéré son soutien au personnel tout en l'encourageant pour son effort. Nous parlerons également de la première promotion de l'école d'état-major des forces de sécurité. Ils sont 30 officiers supérieurs à avoir bénéficié de 7 mois de formation sur plusieurs modules. Et ouverture à Ouaga du CIAO 2024, Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. 22 pays participent avec 700 stands dressés pour montrer le savoir-faire des artisans. Les détails avec nos envoyés spéciaux. Vendredi 25 octobre, bienvenue à tous dans la grande édition de ORTM en direction au palais de Koulouba où le président de la transition a présidé ce matin une cérémonie de remise de prix aux 160 nouveaux bacheliers, toutes séries confondues. Ils ont été primés pour leur performance scolaire au baccalauréat. Le président de la transition n'a pas manqué de prodiguer des conseils aux champions, une cérémonie suivie par Alouseni Touré. En cette veille de reprise de l'année scolaire, les autorités du pays ont à cœur de magnifier l'excellence en encourageant les plus méritants des bacheliers. Des prix et des tableaux ont été décernés aux premiers, deuxième et troisième de chaque filière. Ils sont donc au total de 160 nouveaux bacheliers à être sélectionnés et primés. Le ministre de l'Éducation nationale, s'adressant aux lauréats, a dit toute la fierté de la nation quant à leur parcours exemplaire. Vous faites, je le souligne, la fierté de notre système éducatif. Un système éducatif en pleine refondation. Chères lauréates, chers lauréats, votre sacre d'aujourd'hui intervient à un moment où notre système éducatif est à la croisée des chemins, à un moment où il a besoin d'exemples, de modèles. Vous êtes de ces modèles-là. S'exprimant au nom de ses camarades, Bintou Flamousso Diallo a promis de ne point décevoir. Nous sommes jeunes, certes, mais nous sommes conscients des défis auxquels le Mali, notre pays, fait face. Nous nous engageons à mériter l'honneur que nous est fait d'être accueillis ici ce jour. Nous ferons ici partout avec bonheur le drapeau du Mali. Vive l'école malienne. Le président de la transition, dans un hommage empreint d'espoir, a rappelé aux lauréats l'image que la nation garde de leur parcours, celle d'une jeunesse brillante et qui incarne l'avenir tout aussi brillant de notre pays. Cette consécration, dira-t-il, est le fruit de l'application des recommandations des Assises nationales de la refondation, lesquelles ont prôné une refonte de notre système éducatif. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour célébrer une jeunesse malienne brillante, une jeunesse qui incarne l'avenir et l'espoir de notre nation. À l'occasion de cette cérémonie de remise des prix aux meilleurs élèves admis au baccalauréat de la session 2024, je tiens tout d'abord à vous féliciter chaleureusement pour votre travail, votre dévouement et vos performances remarquables. Le peuple malien a réclamé lors des Assises nationales de la refondation une réforme de notre système éducatif afin qu'il réponde mieux aux besoins de développement économique et social du pays. Convaincu de cette impérieuse nécessité, le gouvernement s'est engagé dans des réformes ambitieuses, résolument tournées vers l'avenir. Nous avons organisé les États généraux de l'éducation, déterminés à faire de notre école un outil de développement harmonieux et durable. Ce processus de transformation ne peut se réaliser sans l'engagement de tous les acteurs de l'éducation, enseignants, élèves, parents et responsables administratifs. Le document issu de ces États généraux doit servir de guide à chacun. Il est la boussole qui orientera toutes nos actions pour redonner à l'école malienne son lustre d'antan.
et assurer une éducation de qualité à nos enfants. Chers lauréates, chers lauréats, vous êtes les ambassadeurs de l'excellence malienne. Votre parcours jusqu'ici a été jalonné d'efforts et de sacrifices. Et aujourd'hui, c'est l'ensemble de la nation qui reconnaît vos mérites, mais ce n'est qu'une étape. En entamant ce nouveau chapitre de votre vie, je vous exhorte à continuer de croire en vous, à faire preuve de courage, de persévérance et d'humilité. Le chef de l'État a par ailleurs prodigué quelques conseils sous forme de bréviaire dont ils doivent désormais se munir pour affronter les épreuves qui ne manqueront pas de jalonner leur chemin. Qu'on soit élève, on veut réussir. Qu'on soit artisan, on veut réussir. Qu'on soit politicien ou diplomate, on veut réussir. Donc c'est pour vous dire que l'homme a été conçu pour réussir et non pas pour échouer. Donc ça... Donc ça, c'est la question fondamentale que nous devons tous comprendre et accepter. La question du succès et de réussite, c'est un choix. C'est un choix individuel, un choix personnel et c'est une décision personnelle pour chacun d'entre vous. Comme on le dit, le succès est prévisible, comme l'échec aussi est prévisible. Tout dépendra de vous-même. Donc, pour réussir, il y a des questions fondamentales que vous devez garder à l'esprit de façon permanente. La première question, quel genre d'avenir voulez-vous réaliser? Ça, c'est la première question fondamentale qu'il faudra toujours se poser. La deuxième question, quel genre de personne voulez-vous devenir? Les réponses à ces deux questions vont vous donner une vision claire. Donc quand vous avez défini les actions à entreprendre ou à réaliser quotidiennement, mensuellement, annuellement, vous devez avoir la discipline de votre vision. Cela veut dire de ne jamais vous écarter de votre objectif. Cela va sérieusement vous amener à faire des choix, à choisir vos amis, à choisir vos fréquentations, à choisir vos loisirs. L'espoir est désormais permis que notre pays se dote de ressources humaines hautement qualifiées à même de réussir la transformation de notre société. Et vous pourrez suivre l'intégralité de cette cérémonie demain après la grande édition. Et cette visite du Premier ministre au Centre national de coordination de mécanismes d'alerte précoce et de réponse aux risques, le chef du gouvernement est venu réitérer son soutien au centre tout en encourageant le personnel à persévérer dans l'effort. Il a aussi insisté sur l'importance de la structure dans la lutte contre l'insécurité. Reportage Mamari Koné et Aloutouri. C'est un service stratégique qui ouvre ses portes au président de son conseil d'orientation, le Premier ministre Dr Choguel Koukla Maïga. Accueilli par le colonel-major Oumar Nguizié Koulibaly et ses hommes, le Premier ministre, accompagné par certains de ses collaborateurs, a ensuite eu un cadre d'échange avec les personnels du Centre national de coordination du mécanisme d'alerte précoce et de réponse aux risques CNAP. La population étant le centre de gravité, le centre, de par sa vocation et ses démembrements, demeure l'outil d'aide à la décision par excellence à la disposition du gouvernement, car il permet de coordonner les alertes, mettre en cohérence les synergies en vue d'obtenir les réponses efficaces, efficientes pour le bien-être des populations. Il a été également question du choix du site du centre et de la suite réservée aux productions du centre. En perspective, le CNAP entend mettre en œuvre le plan de travail 2024-2026, la production des rapports, ainsi que des visites d'information dans les ministères et les institutions. Ce que vous êtes en train de faire, je suis conscient de l'effort que vous êtes en train de faire. Je suis aussi conscient que vos revenus ont diminué. Ça peut avoir un impact négatif. Mais aujourd'hui, beaucoup de Maliens ont beaucoup sacrifié. Je vous demande aussi de ce sacrifice-là, de l'accepter. Je suis convaincu que c'est provisoire. Parce que la façon dont on est en train de réorganiser notre pays,
Moi, je suis convaincu que si la gestion s'améliore au niveau de notre pays de l'AES, on pourra dire autre chose que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Vous encourager à tenir bon. Créé en 2017, le Centre national de coordination du mécanisme d'alerte précoce et de réponse aux risques est un outil d'aide à la décision. Il a pour mission de collecter les informations et les données sur l'ensemble des défis de la sécurité humaine en général, avec comme thématique privilégiée la sécurité, l'extrémisme violent, le terrorisme, la criminalité transfrontalière, entre autres. Allez, un peu de sport avec le CNT. Journée citoyenne et sportive à la tradition a été respectée par le Conseil national de transition ce vendredi. En plus des activités sportives, les membres du CNT ont saisi l'occasion pour féliciter le président Malick Diaw pour son élévation au grade de général d'armée. Le reportage de Daouda Koni. Sur l'esplanade du Centre international de conférence de Bamako, les membres du Conseil national de transition procèdent très tôt ce matin à la montée des couleurs et s'adonnent à une séance d'aérobic de 10 minutes. Histoire de réveiller les muscles pour animer les ateliers sportifs des disciplines, à savoir le maracana, le volleyball, le basketball, le vélo et bien d'autres. Ces activités marquent la journée sportive et citoyenne du mois d'octobre. L'initiative est mise à profit par le président du CNT pour dire merci aux membres de l'institution pour leur confiance placée en sa personne. À cette journée citoyenne et sportive s'ajoute cette joie que le président du Conseil national de transition veut partager avec l'ensemble du peuple malien et particulièrement les honorables membres du Conseil national de transition qui font office de parlement. Donc c'est une occasion pour moi, encore une fois de plus, de rassurer l'ensemble du peuple malien que cette promotion, au-delà du mérite, est une responsabilité de plus. La fonction du général et l'aptitude qu'on doit exercer, je pense que c'est la volonté du peuple qui a permis vraiment que ce rêve soit vraiment une réalité. Et donc, je voudrais également saluer la résilience de l'ensemble du peuple malien qui a bien voulu placer leur confiance vraiment à l'armée. A rappelé que cette initiative de la Commission sportive et citoyenne du Conseil national de transition vise à créer un climat de paix, d'entente et de cohésion entre les membres. Sortie de la première promotion de l'école d'état-major des forces de sécurité du Mali, au total 30 officiers supérieurs de forces de sécurité, dont 2 personnels féminins, constituent cette première cohorte qui a fait 7 mois de formation sur plusieurs modules. Ce premier lot formé est composé de hauts cadres de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la protection civile et de la garde nationale. Les détails avec Al-Jumatina et Sambou Diakiti. La place d'armes de l'école de gendarmerie chef d'escadron Balakone, prise d'assaut par d'éminentes personnalités militaires dont le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, a servi des cadres pour célébrer la sortie de la première promotion des cadres officiers supérieurs des forces de sécurité ayant suivi une formation de 7 mois à la toute nouvelle école d'état-major des forces de sécurité. Composée des 4 corps, la police, la gendarmerie, la protection civile et la garde nationale, cette première cohorte de 30 officiers, dont 2 personnels féminins de l'école d'état-major des forces de sécurité, est appelée désormais à jouer un rôle crucial dans un contexte de sécurité nationale et régionale marqué par le terrorisme, la cybercriminalité et la criminalité transfrontalière. Il est impératif d'avoir des cadres compétents, capables de coordonner efficacement les opérations, de prendre des décisions stratégiques éclairées et de conduire leurs unités avec professionnalisme. Je ne doute pas que l'éducation que vous avez reçue ici à l'école d'état-major vous a doté des outils nécessaires pour relever ces défis. Au lieu d'apprentissage, la nouvelle école d'état-major des forces de sécurité est un pôle d'excellence de par sa doctrine et son programme d'enseignement basé sur le concept de sécurité humaine. Elle s'évertue ainsi à former des officiers aptes à analyser et à produire des outils servant à la prise de décisions opérationnelles et stratégiques. La doctrine de formation est le concept défense-sécurité, soit 40% de défense et 60% de sécuritaire. La méthode de formation est basée sur des cours en présentiel, des exposés individuels ou en groupe, des travaux de recherche scientifique individuels ou en groupe, des sorties terrain, des conférences et des exercices de simulation.
En ce qui concerne le bilan de formation, les domaines de renforcement des connaissances générales et capacités de commandement, des cours d'initiation à la géopolitique, à l'analyse géostratégique des conflits. S'inscrivant dans le cadre de la réforme de notre secteur de sécurité, l'école d'état-major des forces de sécurité est née de la volonté du chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta, en vue de doter le pays des forces de sécurité modernes, performantes, capables de faire face aux défis actuels et futurs. L'ouverture de l'école d'état-major des forces de sécurité s'inscrit dans cette vision stratégique du chef suprême des armées et dans une logique globale de refondation des forces de défense et de sécurité en vue d'assurer la sécurité des personnes et leurs biens sur l'ensemble du territoire national. Je me réjouis d'indiquer qu'à compter du 1er novembre 2024, l'école d'état-major des forces de sécurité accueillera des stagiaires de certains pays amis, notamment ceux de la Confédération des États du Sahel, AES, afin de partager son expérience dans le domaine de la formation des officiers d'état-major. M'adressant aux stagiaires, la formation que vous avez reçue dans cette école, il faut le rappeler, ne pourra trouver toute sa justification que dans l'effectivité de sa mise en pratique. Montrez-vous donc à hauteur de confiance et des attentes placées en vous pour votre propre image, l'image de vos corps respectifs et celle de notre prestigieuse école. C'est le chef d'escadron Sekou Nyare Tougoula de la gendarmerie nationale qui est le major de cette première promotion avec une moyenne de 17,37. En recevant avec humilité et fierté les insignes et diplômes de la stratégique école d'état-major des forces de sécurité, les récipiendaires disposent désormais des compétences nécessaires à œuvrer pour renforcer davantage la sécurité des personnes et de leurs biens. Et l'état-major général des armées informe l'opinion que dans le cadre des missions offensives de recherche et de neutralisation des groupes armés terroristes, le mardi 22 octobre 2024, des frappes aériennes ont ciblé un groupe armé terroriste au sud-ouest de Boujbéa, dans la région de Tombouctou. Ces frappes ont détruit un pick-up de logistique avec à son bord certains responsables terroristes longuement recherchés et suivis dans le secteur. Les premiers indices de l'exploitation des frappes confirment la neutralisation de Mohamed Ould Labat, un grand logisticien et émissaire du chef de la Katiba de Tombouctou, Abdul Latif Al-Ansari, chef des opérations du secteur de Zouéra. L'état-major général des armées rassure que la recherche et la neutralisation des terroristes continuent. Parlons également de la fin de formation à l'intention des chauffeurs, secrétaires et assistants administratifs de la présidence. Le but est pour une mise à niveau du personnel concerné. Les participants viennent de recevoir leur attestation. Le compte-rendu est signé Boubacar Bablintouri. Une centaine d'agents composés de chauffeurs, de secrétaires et assistants administratifs de la présidence ont pris part à cette session de formation. 3 jours durant, ils se sont familiarisés principalement avec des modules comme l'amélioration des performances des secrétaires et assistants en relations publiques, l'éthique et la déontologie du chauffeur, les techniques d'entretien et de sécurité du véhicule. Une initiative de la présidence et son partenaire du cabinet Bekdi. J'exhorte donc les 2 catégories de personnel à mettre en pratique les connaissances nouvellement rafraîchies, à cultiver les valeurs de performance aux fins d'atteindre notre objectif commun de performance et de diligence dans l'accompagnement du général d'armée, président de la transition, chef de l'État. Les participants et les participantes ont posé des questions, ont contribué avec leur propre expérience, ont partagé leur vécu quotidien et ont assisté aux travaux de groupe et aux travaux individuels de la façon la plus transparente possible, parce que c'est ça la consigne que je leur ai donnée. J'ai dit qu'il faut être franc. Les récipiendaires, au terme de ces 3 jours de formation, disent avoir tiré le maximum de connaissances qui leur permettra désormais de mieux faire face à leur mission régalienne. Les compétences acquises lors de cette formation sont d'une grande utilité pour notre évolution professionnelle. En somme, nous nous réjouissons de cette formation et demandons à la hiérarchie de pérenniser de telles formations. La remise symbolique des attestations aux bénéficiaires de la session et une plaque de la chancellerie au cabinet Bekdi, remis par le grand chancelier des ordres nationaux du Mali en guise de reconnaissance, ont été les faits marquants
de la cérémonie de clôture de la dite session de formation. Fondation Orange Mali fait don de véhicules de produits alimentaires, entre autres, un don destiné au gouvernement et à certaines associations œuvrant dans l'humanitaire. Le reportage de Youssouf Diakité et Gaussou Achtouri. À travers cette donation, la Fondation Orange Mali respecte une tradition, celle d'apporter sa contribution au mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. C'est une démonstration de la responsabilité sociale de l'entreprise. La présente cérémonie constitue la meilleure occasion pour manifester notre solidarité en faveur des couches les plus vulnérables du Mali et ainsi réitérer notre volonté de prendre part à la consolidation de la cohésion nationale dans notre cher pays, le Mali. Ainsi, nous procédons ce jour à d'importantes donations d'une valeur de 60 millions à plusieurs structures et à des associations en charge des victimes des inondations et des personnes démunies. Ces donations sont constituées de vivres et de denrées alimentaires, principalement pour la Direction nationale du développement social en vue de l'accompagner dans les actions d'aide à nos compatriotes. Toute la satisfaction est du côté des bénéficiaires, mais aussi du ministre de la Santé et du Développement social. Depuis 2005, aujourd'hui, nous sommes à la 20e édition que la Fondation finance les consultations ophtalmologiques et chirurgiques gratuites de la cataracte à travers tout le pays. Donc de Caille à Kidal. Il n'y a pas un seul centre de santé de référence que la Fondation n'a pas financé. Vous savez, la solidarité, quand ça devient un comportement de tous les jours, il n'y a plus rien à dire. Et cet exemple, nous l'avons connu avec le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, qui a fait de la solidarité une action de tous les jours. Nous essayons de suivre ses pas et d'être à l'écoute des Maliens, de les satisfaire. Parce que le bien-être, comme on dit, la santé, ce n'est pas seulement l'absence de maladie, mais c'est un état de bien-être physique et moral. Et ça, nous essayons de l'atteindre avec tous nos partenaires. Merci à Orange pour tout ce que vous faites. Nous, ce que vous avez déjà fait pour nous, on pense que c'est des acquis et on va vous demander encore plus. Outre les bénéficiaires, tous les intervenants ont tour à tour salué la démarche et ces actions concrètes de la Fondation Orange Mali en faveur des couches vulnérables. Aussi, cette action humanitaire de la Banque pour le développement du Mali vient de remettre des vivres aux orphelins et aux veuves des militaires tombés sur le champ d'honneur. Le point avec Sokona Kamisoko. Par cette opération de distribution gratuite de produits alimentaires, la BDM SA, Banque pour le développement du Mali, fait prévaloir une affirmation de Raoul Folero selon laquelle nul n'a le droit d'être heureux tout seul. L'institution financière a offert 25 tonnes de riz, 10 tonnes de sucre et 480 bidons d'huile alimentaire de 5 litres aux enfants et aux veuves des militaires tombés sur le champ d'honneur. La direction générale de la BDM SA, à l'instar des éditions précédentes, a décidé de rehausser l'éclat de cette 29e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion en faisant don de produits alimentaires d'une valeur totale de 20 millions de francs CFA à la direction du service social des armées. La BDM SA, par cette donation, entend contribuer à soulager la souffrance et la douleur des familles de celles et de ceux qui ont choisi de se sacrifier pour la défense de la patrie et la sécurité des personnes et de leurs biens. À travers ce geste, la BDM SA répond à l'un des soucis des autorités militaires, celui de contribuer à soulager tant soit peu les bénéficiaires. Nous tenons à remercier la BDM SA à travers le service social des armées pour cette marque de solidarité. Nous, les femmes veuves des militaires, nous savons que les efforts de nos maris n'ont pas été vains. Ces gestes d'assistance sociale de la part de la BDM SA est un bel exemple d'entraide et de fraternité. Elle constitue une assistance concrète aux familles de nos compagnons d'armes qui ont perdu leur vie en défendant notre chère patrie, le Mali. Cette gratification sans mesure allégera les charges des familles bénéficiaires.
L'occasion était opportune pour le colonel-major Samaké de demander aux Maliens l'union sacrée autour de nos forces de défense et de sécurité afin que le Mali retrouve la paix et sa stabilité d'antan. Et afin de mettre fin aux violences basées sur le genre, les légitimités traditionnelles, les leaders communautaires et religieux du Mali s'y engagent et ils veulent mettre en place un réseau pour mieux sensibiliser et faire des plaidoyers auprès des cibles. Le compte-rendu est signé Barakissa Ouattara et Aboubakar Traoré. Plus de 15 000 cas de VBG ont été rapportés en 2023, dont 96% concernent les femmes et filles selon le système de gestion d'information sur les violences basées sur le genre. Pour inverser cette tendance, les leaders traditionnels et religieux ont donc décidé de s'impliquer davantage dans les activités de mobilisation communautaire, de sensibilisation et de plaidoyer en faveur de l'élimination des violences basées sur le genre. L'initiative se veut un espace ouvert d'accueil, d'écoute et d'échange pour toutes les citoyennes et citoyens, mais aussi des espaces conviviaux de proximité, des outils d'information et de sensibilisation sur les actions à mener dans la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille à travers la lutte contre les violences basées sur le genre dans notre cher Mali. La mise en place du réseau national des légitimités traditionnelles des leaders communautaires et religieux a été fortement encouragée par ONU Femmes et l'ambassade de l'Allemagne. Au niveau régional, au niveau Afrique, ONU Femmes s'est engagée à travailler avec les chefs traditionnels et religieux qui sont les garants des cultures et des mœurs au sein des sociétés. On compte vraiment sur vous, chefs traditionnels et religieux, pour changer ces comportements au niveau de nos sociétés. Eu égard à la place que vous occupez, chef traditionnel, dans les traditions et dans les us et coutumes, il est opportun d'impliquer davantage en faveur de l'équité genre. Pour la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, la création d'un tel réseau est un espoir. L'atelier de ce matin, au regard des enjeux et objectifs assignés, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la rencontre régionale tenue à Douala, au Cameroun, les 14 et 15 décembre 2022, comme ça a été dit, sur le rôle des chefs traditionnels et des leaders religieux comme acteurs du changement pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles. Après cette étape, suivra la phase des régions à travers 4 pôles de renforcement de capacité du réseau, à savoir Caille, Ségou, Sikasso et Mopti, avec l'organisation du Forum national des chefs traditionnels, leaders communautaires et religieux pour l'abandon des violences basées sur le genre de façon définitive. Et c'est possible. Le Fonds des Nations Unies pour la population a remis des kits de dignité aux femmes et filles handicapées de l'EDA, de l'UMAV et de l'AMALDEM. L'initiative qui s'inscrit dans le cadre de la promotion de la santé sexuelle et reproductive vise à contribuer au bien-être des personnes vivant avec un handicap. Reportage à Sorona Kamisoko. Solidarité agissante du Fonds des Nations Unies pour la population avec les couches démunies. C'est à travers des kits de dignité au bénéfice des femmes et des filles handicapées de l'école des déficients auditifs, de l'UMAV et de l'AMALDEM. UNFPA, en droite ligne de son mandat, est engagé depuis plusieurs décennies dans la promotion de la santé sexuelle et reproductive en mettant l'accent sur les personnes handicapées, selon le principe de ne laisser personne pour compte. Au niveau du FENIAP, les personnes handicapées sont considérées. Nous disons merci beaucoup au FENIAP. À travers ce geste de donation également, ce Fonds des Nations Unies veut montrer à l'ensemble des Maliens que si chacun de nous pouvait donner un peu de ce qu'il a, l'humanité serait en paix. À travers ce geste, l'Organisation mondiale répond à l'un des soucis des autorités, celui de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des femmes et des filles vivant avec un handicap. Depuis quelques années, le partenariat entre le ministère de la Santé et du Développement social et le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA s'est renforcé à travers les activités de mise en œuvre des études sur les handicaps
Et je salue particulièrement l'UNFPA pour cette initiative qui s'inscrit parfaitement dans ce cadre et qui est la remise de 200 kits d'hygiène menstruelle et de 100 kits de dignité. L'occasion était opportune pour le parrain de la 3e semaine, Eli Kamate, de remercier l'UNFPA pour son geste. Mieux, il a invité d'autres partenaires stratégiques à emboîter le pas comme pour toucher le maximum de femmes et de filles se sentant dans le besoin. Session de formation au profit des migrants maliens de retour. Cette session de formation concerne une quarantaine de nos compatriotes. Ils seront formés au métier de bâtiment, travaux publics et de transformation agroalimentaire. Aliou Abdoulaye Touri. La présence de 2 membres du gouvernement pour lancer cette session de formation au profit de 40 migrants marque l'importance que le gouvernement du Mali accorde à la question de la réinsertion socio-économique des migrants maliens de retour. Le retour au pays après une expérience migratoire souvent difficile peut représenter une nouvelle chance. En investissant dans la formation des migrants de retour, nous investissons dans l'avenir de notre pays. Ces formations sont conçues pour doter les bénéficiaires de compétences techniques et professionnelles adaptées aux besoins du marché du travail. La présente session de formation portera sur 3 secteurs porteurs d'emploi. Il s'agit du bâtiment, de la transformation agroalimentaire et de la coupe et couture. Cette année 2024 a battu tous les records, avec plus de 8000 cas de retour depuis seulement le 1er janvier à nos jours. Et nous nous préparons à en accueillir des milliers d'ici la fin de l'année. Les accueillir reste une obligation. Les accueillir dignement en leur offrant des pistes pour leur réintégration dans leur communauté d'origine constitue un droit pour eux, autant qu'une lueur d'espoir après l'échec initial d'une aventure qui a mal tourné. Les bénéficiaires de cette session de formation ont été invités à suivre avec assiduité les différents modules qui seront développés par les formateurs. Lancement de la 14e édition de l'opération Permis de conduire. Ils sont au total 150 jeunes de Kita, Koutiala et Bamako à bénéficier de ce programme qui s'inscrit dans le cadre du programme national d'action pour l'emploi en vue de réduire la pauvreté et d'atténuer le taux de chômage au Mali. Tchemogo Konate. Coup d'essai en matière de conduite d'automobile pour Caleb Dounion, étudiant à la faculté des sciences économiques et de gestion. Dans cet exercice, il s'est fait assister par un agent qualifié de l'auto-école Kanaga. Ainsi, c'est parti pour la 14e édition de l'opération Permis de conduire au bénéfice de 150 jeunes de Kita, Koutiala et Bamako. Opération qui consiste à leur enseigner les règles de bonne conduite contenues dans le code de la route. Nous allons faire les signalisations. Donc dans les signalisations, nous avons ce qu'on dit les signalisations verticales. Il y a les panneaux de danger, il y a les panneaux d'obligation, il y a les panneaux d'indication et interdiction. Il y a les feux tricolores, il y a les balises. L'autre partie de la signalisation routière, c'est qu'on dit signalisation horizontale, donc les marquages au sol. Après la phase théorique, suivra celle de la pratique. Cette opération se situe dans le cadre du programme national d'action pour l'emploi en vue de réduire la pauvreté. Elle vise à doter de permis de conduire les jeunes apprentis chauffeurs qui pour la plupart apprennent le métier de chauffeur sur le tas. Faute de moyens, ces jeunes restent très longtemps au stade d'apprenti sans pouvoir passer leur permis de conduire. Il s'agit à travers les différentes activités de traduire la volonté de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, celle de favoriser la promotion et la création d'emplois des couches vulnérables. Pour ce qui concerne les frais d'inscription, de formation et d'examen pratique pour la délivrance du permis de conduire, ils sont assurés par le budget d'État. L'ensemble du processus s'étend sur environ 3 semaines. Rendons-nous en Colombie, plus précisément à Cali, où se tient la COP16 sur la biodiversité. Le partage de l'information du séquençage numérique et ses retombées a été maintes fois évoqué. Plus de détails avec nos envoyés spéciaux, Saka Konaté et Tayeb Adjaouyakoye. L'information du séquençage numérique permet d'utiliser les gènes des ressources génétiques dans différents domaines, notamment dans la fabrication des médicaments et l'industrie alimentaire. La gestion de l'information de ce séquençage et des revenus qu'elle génère
divise les pays en développement et ceux développés. Lors des plénières de la COP16, la question a été abordée par les différents groupes régionaux qui réclament le paiement des ristournes. Le séquençage numérique fait partie du protocole de Nagoya. L'objectif, c'est le partage des avantages de l'utilisation des ressources génétiques. Le groupe africain a demandé à ce qu'on ouvre un guichet spécial pour le financement de ce protocole-là. Si on utilise ces ressources génétiques-là, il faut que la population en bénéficie en retour. En attendant de trouver un accord sur cette question, le Fonds mondial pour l'environnement a organisé à l'intention du groupe africain un panel sur l'élaboration des stratégies nationales de biodiversité et leur plan d'action, des documents qui doivent être prêts pour la COP17 prévue en 2026. Il était demandé à tous les pays d'identifier les indicateurs et les objectifs de la stratégie nationale biodiversité et plan d'action. Donc le Mali a pu faire ça. Le Mali fait partie des 108 sur les 196 pays qui ont pu honorer cet engagement. Le Comité national de la biodiversité a été mis en place par le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. C'est pour suivre tout ce qui est prévu dans le cadre du cadre mondial. Il est prévu de faire par exemple ce qu'on devrait apporter ici, les indicateurs, les objectifs. Donc le comité doit suivre avec nous, pas à pas, tout ce qui est prévu est ce qu'on est en train de faire. Le Fonds mondial pour l'environnement appuie 139 pays en développement dans l'élaboration de leur stratégie nationale. En organisant ce panel, les femmes voulaient expliquer au groupe africain les conditions à remplir pour bénéficier de cet appui technique et financier. Je le disais dans les titres, ouverture ce vendredi de la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, SIAO 2024. Les artisans venus de plus de 22 pays d'Afrique ont répondu à ce grand rendez-vous. 700 stands sont érigés pour exposer le savoir-faire des artisans. Le thème de cette édition est artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation. Le Mali et le Niger sont les invités spéciaux. La délégation malienne est conduite par le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme et le ministre de l'Industrie et du Commerce. Les temps forts de la cérémonie d'ouverture présidée par le président du Faso, c'est avec nos envoyés spéciaux, Mamadou Fané et Alou Bekoni. Les artisans de plusieurs pays d'Afrique à Ouagadougou à l'occasion de la 17e édition du Salon international de l'artisanat SIAO. Environ 3500 exposants venant de diverses origines sont attendus à cette rencontre internationale dont la cérémonie d'ouverture était présidée par le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Secteur clé de l'économie africaine, l'artisanat contribue à plus de 20% du PIB du continent et emploie plus de 60 millions de personnes, majoritairement des jeunes. Il constitue une source essentielle de revenus pour de nombreux ménages, tout en constituant un levier incontournable de croissance et de réduction de la pauvreté. Le Mali prend part à cette édition avec une forte délégation de plus de 100 personnes qui exposeront le savoir-faire de l'artisanat malien. Je tiens à saluer et à féliciter nos artisans qui ont fait massivement le déplacement. Nous attendons d'eux, comme toujours, des distinctions, des trophées, mais surtout pour marquer l'image du Mali, l'image de la créativité malienne à l'occasion de cette édition. Le SIAO, après 34 années d'existence, mobilise à chaque édition des participants provenant des 4 coins du monde. Cette édition ne fait pas exception et est honorée par la présence d'éminentes personnalités, des professionnels du secteur de l'artisanat, des exposants et des festivaliers, tous mobilisés pour magnifier pendant 10 jours l'artisanat dans toute sa richesse et toute sa diversité.
Le thème de cette édition est artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation. Un thème qui est d'actualité dans les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, dont le Mali et le Niger sont les invités spéciaux de cette édition. La cérémonie d'ouverture a été l'occasion de magnifier la culture africaine à travers un spectacle offert par le Palais national du Burkina, symbolisant le brassage des peuples. L'ambassadeur du Mali au Sénégal, Aboubacar Biro Diallo, a présenté hier jeudi ses lettres de créance à Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal. Lors de l'audience qui lui a été accordée, l'ambassadeur du Mali a transmis au président sénégalais les salutations du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, avant d'exprimer son engagement à continuer significativement au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Dans cette perspective, les deux personnalités ont échangé sur la poursuite de concertation politique et le renforcement des domaines d'intérêt commun de coopération, y compris les échanges économiques et commerciaux. Elles ont évoqué la coordination des actions dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le renforcement de la préservation de l'environnement et la promotion du développement durable, ainsi que la tenue de la 14e session de la Grande Commission mixte de coopération bilatérale. Deuxième édition du Forum panafricain de la jeunesse du Sahel. Le thème porte sur l'analyse de la situation géopolitique dans le Sahel. Quel rôle pour la jeunesse? Pour débattre cette thématique à Bamako, des délégations sont venues du Niger, de Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Tchad et du Sénégal. Les travaux se déroulent au Palais des Pionniers de Bamako. Reportage Youssouf Diakité et Karunga Konaté. Situation géopolitique dans le Sahel, quel rôle pour la jeunesse? C'est le thème choisi pour cette première édition du Forum panafricain de la jeunesse du Sahel. Pour une participation effective à caractère régional, les délégations sont venues du Burkina Faso, du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Tchad, de la Guinée-Conakry et du Sénégal. Nous avons espoir et nous pensons que si nous maintenons cette dynamique-là, il peut y avoir victoire. Et à coup sûr, nous allons vers la victoire. Maintenant, il faudra que la jeunesse africaine, de manière globale, prenne ses responsabilités. Toute la jeunesse burkinabé, des 13 régions, les leaders d'organisations de la société civile de soutien se sont mobilisés. Avec, bien sûr, toutes les listes possibles pour se rendre ici à Bamako pour seul objectif, venir contribuer aux actions qui peuvent faire avancer nos différents pays de l'AES. Au cours du forum, les panélistes vont développer des thématiques relatives au rôle des jeunes dans la lutte contre le terrorisme et l'utilisation des réseaux sociaux en temps de crise, à la cohésion sociale et au développement durable. Toutes choses qui cadrent avec les orientations des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. Dans ce haut lieu du mémoire panafricain bourré de valeurs et plein d'histoire, nous en sommes fiers et très fiers pour la détermination sanglante de la jeunesse du Sahel, en particulier celle de l'AES. Faut-il le rappeler, les autorités de la Confédération des États du Sahel mettent un accent particulier sur la création d'opportunités en faveur de la jeunesse de l'AES. Chers jeunes panafricains, vous êtes et vous serez la tête de proue de luttes engagées pour une souveraineté véritable et totale de nos différents pays du Sahel et de l'Afrique. Cette première édition du Forum panafricain de la jeunesse du Sahel dure 3 jours. Démarrage des travaux de la deuxième journée des neurosciences. L'accent est mis sur l'épilepsie, les caractéristiques de la maladie, son évolution et son traitement. Nous retrouvons Youssouf Diakité. Cette deuxième journée de la Société malienne des neurosciences s'articule autour de la thématique centrale épilepsie. Il s'agit d'expliquer à l'assistance les caractéristiques de la maladie, les causes, l'évolution et le traitement. L'épilepsie touche des millions de personnes à travers le monde et pose de nombreux défis en termes de diagnostic, de traitement et de prise en charge. C'est pourquoi il est crucial de continuer à explorer de nouvelles pistes de recherche, de partager nos découvertes et de travailler ensemble pour améliorer la qualité
de vie des patients. Plusieurs communications sont prévues au programme de cette deuxième journée des neurosciences. Communication relative à la prise en charge des personnes vivant avec l'épilepsie dans les services de neurologie, les manifestations psychiatriques sous traitement antituberculé, entre autres. Cette journée est une occasion privilégiée de renforcer les liens entre les chercheurs, de dialoguer avec les experts et de découvrir les avancées scientifiques en neurosciences. Il offre également une plateforme pour les jeunes chercheurs et étudiants qui pourront présenter leurs travaux, échanger avec les spécialistes et ainsi contribuer à l'enrichissement de cette journée. La deuxième journée des neurosciences de Bamako est un espace qui regroupe les chercheurs, les cliniciens et les étudiants en médecine pour engager la réflexion autour des dernières avancées dans le domaine des neurosciences. L'actualité régionale nous amène tout d'abord à Mopti et à Tombouctou. Les gouverneurs des deux régions ont visité des écoles afin de s'assurer des dispositions prises pour la rentrée scolaire 2024-2025 prévue pour le 4 novembre prochain. ORTM Mopti, Boubacar Sankaré et ORTM Tombouctou, Najim Baba Sissé. La rentrée scolaire 2024-2025 sera-t-elle effective dans l'académie d'enseignement de Mopti à la date du 4 novembre? Pour répondre à cette question, le gouverneur de la région de Mopti, accompagné des acteurs de l'école et des partenaires, a visité quelques écoles pour faire une évaluation de la situation. Il s'est d'abord rendu à l'école fondamentale de Bargondaga qui accueille les sinistrés des inondations des villages de Bignaville et Némédé. La délégation a ensuite visité le lycée ATT qui dispose d'une grande cour pour recevoir éventuellement les élèves des écoles inondées. La rentrée est possible, mais sous réserve de son effectivité. Dès la réalisation de hangars pour ces élèves qui doivent se délocaliser dans une autre enceinte et ces sinistrés qui doivent quitter les écoles, ça c'est des questions qui sont en train d'être dégrossies et les partenaires de l'éducation sont aussi à l'œuvre pour nous appuyer dans ce sens. D'autres dispositions sont prises par les autorités scolaires communales et les partenaires pour une rentrée scolaire réussie dans l'académie d'enseignement de Mopti. Développer des stratégies en alternative pédagogique, les cours de rattrapage, les cours à distance, au profit de ces élèves. Nous allons mettre à la disposition des enfants d'Épinasse qui vont les transporter de Yenekadaga au quai de Terembléni pour qu'ils puissent accéder directement à l'école urbaine Sissé. Et on va mettre des tentes pour accueillir ces enfants-là. On est toujours prêt pour notre travail. À tout moment, l'enseignant est prêt pour accomplir son métier. À la date du 24 octobre 2024, l'Académie d'enseignement de Mopti enregistre 36 écoles inondées, dont 2 endommagées et 8 écoles occupées par les sinistrés et les déplacés. L'AP 1 et 2, Mahaman Fondogoumon, le groupe scolaire Sidi Mahamoud, Bahadou Aboubakar, SAB Santao et Cheknou de Kabara sont les quelques écoles de Tombouctou visitées par le gouverneur et sa délégation. Par cette visite, le chef de l'exécutif régional voulait s'assurer des dispositions prises par les responsables scolaires pour bien démarrer l'année scolaire 2024-2025, prévue le 4 novembre prochain. À notre niveau, tout est prêt. Les classes sont prêtes. Tout est prêt pour accueillir les enfants ici à l'école de la P2. Dans chacune des écoles visitées, l'atmosphère prouve que des mesures ont été prises en amont pour l'ouverture des classes à la date indiquée par les hautes autorités. L'ouverture est bel et bien possible le 4 novembre 2024 dans la région de Tombouctou. À Nyafunke, où il y a un déplacement massif de la population, il y a beaucoup de villages qui sont à Nyafunke. Donc les élèves de ces villages sont à Nyafunke. Maintenant, il faut aussi que ces élèves étudient. Donc pour cela, donc, on a pris des dispositions donc, avec les tentes. Donc c'est des espaces d'apprentissage temporaires qu'on va mettre en place pour que ces enfants aussi puissent en tout cas bénéficier de leur droit fondamental qui est l'éducation. Le gouverneur est très requinqué par cette visite. De visu, nous-mêmes nous avons constaté que toutes les conditions sont réunies pour l'ouverture du 4. Et c'est le lieu pour moi de remercier tous les partenaires de l'éducation, à commencer par les partenaires sociaux, les syndicats, les CGS, les partenaires techniques et financiers qui continuent à appuyer l'éducation. Selon les directeurs des académies d'enseignement de Tombouctou et de Gourmararousse, chacun des responsables scolaires est fortement engagé à son niveau pour l'ouverture des classes le 4 novembre prochain.
Mois d'octobre, mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion, le gouverneur de la région de Ségou a rendu visite aux 2 personnes les plus âgées de la commune urbaine de Ségou. Même exercice à Nioro du Sahel, le gouverneur s'est rendu chez les doyens de la localité. Ces personnes du 3e âge ont également reçu des présents au RTM Ségou, Ramata Konaté et Moussa Diakité depuis Nioro du Sahel. Le Mali, terre de solidarité, de respect, de considération des personnes âgées, de par leur rôle dans nos familles et communautés. Ces valeurs ancestrales, une fois encore célébrées dans la région de Ségou. Le gouverneur, avec les mains pleines de cadeaux, rend visite aux 2 personnes les plus âgées de la commune urbaine de Ségou. Diakité Fatoumata Maïga, 104 ans, domiciliée au quartier Banani Sabakoro. Elle a 6 enfants, 19 petits-enfants et 23 arrière-petits-fils. Toute émue par cette visite, la vieille Fatoumata nous lâche ces quelques mots. Que Dieu exauce mes vœux de prospérité pour le Mali et le président Assimi Goïta. Entente et confiance entre Assimi et les Maliens. Puis ce fut le tour de Cheikh Oumar Samake, 92 ans, logé à Sokalakono, de recevoir la visite du gouverneur de Ségou et sa délégation. Il est père de 16 enfants avec 32 petits-enfants et 10 arrière-petits-fils. Merci pour ce geste, Valérie. Que Dieu nous gratifie davantage. Nous vous souhaitons la paix et la quiétude que nous avons connues. Bon courage et de la compréhension pour une meilleure gouvernance. Nous avons toujours reconnu en région de Ségou que la solidarité n'est pas qu'une affaire du mois d'octobre. Elle doit être une action pérenne de tous les jours, de cette édition jusqu'à la prochaine édition. Question d'être solidaires les uns et les autres pour pouvoir gérer le quotidien de chaque Malien et de chaque Malien. Je voudrais profiter pour sincèrement remercier M. le gouverneur et nos plus hautes autorités pour en tout cas ce mois de solidarité et qui consacre réellement leur engagement vraiment à promouvoir cette valeur culturelle chez nous. En marge de cette activité du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, le gouverneur a procédé à la remise symbolique de 66 motos-ambulances aux régions de Ségou et San, un don de l'USAID Kenya Nyeta pour l'amélioration de la santé des populations. Madame Setan Sidibé, 99 ans, habitant le quartier Tichit, Mama Ouleyba, 98 ans, et Baba Dibassi, 97 ans, tous du quartier Diaka, sont les plus âgés de Nioro. Dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sociale, elles ont reçu la visite du gouverneur de la région qui n'est pas venu les mains vides. Au nom des plus hautes autorités du pays, le général de brigade Ali Anadji a remis à chacune de ces personnes âgées une enveloppe symbolique. Le chef de l'exécutif régional a profité de cette visite pour remettre un important lot de vivres aux veuves et femmes chefs de ménage victimes des inondations. Et dans la société, les enfants et les femmes constituent les personnes vulnérables, mais parmi elles aussi se trouvent d'autres qui sont encore plus vulnérables. Ça, c'est le cas des femmes veuves. Pensez particulièrement à ces femmes encore plus vulnérables parmi les vulnérables, vraiment nous agrée et nous va droit au cœur. Et j'en suis certain que les bénédictions qu'elles ont formulées ici pour le pays et nos autorités et serviront et renforceront davantage notre pays. Et c'est pour moi un moment de se souvenir de nos personnes âgées et de leur manifester la place, la reconnaissance de la place qu'elles occupent. Nous avons également remis des kits aux femmes, veuves et femmes chefs de famille. Au nom du président de la transition, chef de l'État, son Excellence, le général d'armée, Assimi Goïta. À Kidal, c'est plutôt des semences et des équipements agricoles qui ont été remis aux maraîchers d'une valeur de 13 millions de francs CFA. Sidi El-Medi Ag Al-Baka et Sungalo Doumbia. À Kidal, cérémonie de remise de semences et équipements agricoles aux maraîchers de la 8e région, financée par le DDRK Développement durable dans la région de Kidal et exécutée par la DRA. La dite cérémonie
a été présidée par le chef de l'exécutif régional en présence de plusieurs acteurs de la société civile. Notre partenaire DDRK, qui est quand même un partenaire, depuis que nous sommes là, j'ai suivi partout ces interventions. Donc au nom de toute la population de la région de Kidal, nous vous remercions. Nous vous demandons encore de faire d'autres efforts pour la région. En termes du matériel et des semences, le projet a coûté 13 millions de francs CFA pour 200 bénéficiaires. Nous allons remonter les défis ensemble. Ensemble, travaillons ensemble, parce qu'on va vous donner les semences, on ne va pas vous laisser tranquille. Il y aura un mécanisme de suivi. Tous ceux qui bénéficieront, on va vous suivre pas à pas. Et au terme, qu'on ait une bonne production. Donc nous remercions vraiment, très sincèrement, notre gouverneur, le DDRK, qui n'a jamais ménagé aucun effort pour venir en appui aux maraîchers de Kidal. Et ceci s'explique à travers la formation, à travers la remise d'aujourd'hui et des actions qui ont eu lieu bien avant. Et nous espérons que d'autres actions suivront. Une initiative du DDRK appréciée à sa juste valeur car elle va contribuer sans aucun doute au développement de la 8e région administrative du Mali. La foire du numérique, 5e édition, c'est à Koulikoro. Pour cette édition, le thème retenu est « Effet de la digitalisation sur la rentabilité et la pérennisation des productions agro-silvopastorales », un espace d'échange entre les jeunes promoteurs de start-up et des acteurs de développement du secteur rural. Reportage Djemba Moussa Konaté. Au cours de cette foire du numérique agricole, Agrivision Sahel présente aux participants et au monde rural 7 solutions numériques qui soutiennent le développement de l'agriculture au Mali. La foire du numérique agricole est aussi un espace de réseautage et de rencontres entre l'offre et la demande en matière de digitalisation. Quand on regarde l'écart entre la première édition de cette solution numérique, aujourd'hui à 57 solutions numériques pour soutenir l'agriculture malienne, nous disons que c'est salutaire et c'est des résultats avec lesquels nous pouvons se glorifier. Et ensuite, on regarde aujourd'hui, il y a plus de 530 agriculteurs qui utilisent, qui croient à ces solutions numériques. C'est des solutions numériques faites par des jeunes start-up maliens et en langue locale. Conscient de l'impact des technologies numériques dans le développement du secteur agro-silvopastoral, du Conseil régional de Koulikoro considère la promotion de ces solutions comme une priorité. Le partenaire financier s'est dit fier des avancées notoires enregistrées par la foire du numérique agricole. Pour lui, le partenariat a permis de former des entrepreneurs, de financer des innovations locales et de créer un véritable réseau de soutien pour les acteurs du monde agro-silvopastoral malien. Soyez assurés que la Belgique va continuer à soutenir ces efforts, car nous croyons fermement qu'un secteur agricole prospère est la clé d'un développement inclusif et durable. Continuons sur cette lancée pour bâtir un Mali connecté, innovant et résilient. La foire du numérique pour le développement agro-silvopastoral est aussi l'occasion de réduire la fracture numérique en zone rurale, mettant ainsi en avant des solutions accessibles aux agriculteurs, même les plus éloignés des centres urbains. Nous devons faire en sorte que les innovations profitent à tous, en particulier aux petits producteurs qui sont souvent les plus vulnérables. La remise des prix aux meilleurs développeurs de solutions et la visite d'une 50aine de stands installés au centre Anna de Koulikoro ont marqué la cérémonie d'ouverture de la foire du numérique agricole. Nous restons à Koulikoro pour parler de la montée des eaux qui est alarmante. La région a enregistré 50 cas d'inondation pour plus de 8000 sinistrés pour cette saison des pluies. Nous restons avec Djemba Moussa Konaté. À la date du 1er octobre 2024, au niveau de la station hydrométrie de Koulikoro, le niveau d'eau observé à la côte est de 650 cm à l'échelle contre 463 cm en 2023 à la même période. Selon les spécialistes, la situation hydrologique actuelle est alarmante. Elle est caractérisée par la montée spectaculaire des eaux. La situation hydrologique actuelle est très alarmante. Elle est caractérisée par une montée spectaculaire des eaux. Cette montée s'explique par des apports d'eau
qui sont drainés depuis la partie du bassin du Niger qui couvre la Guinée. Pour le chef des Somono de Koulikoro, c'est la troisième grande inondation que Koulikoro ait connue. La création des quartiers Plateau 1, 2 et 3 tire son origine de la première grande inondation qui remonte vers 1967. Dire aux enfants de faire attention. Et les gens qui sont au fleuve aussi pour prendre le sable et les graviers, les uns aussi donnent des conseils. Leur dire de faire attention. Le fleuve n'est pas fait pour s'amuser. Ils n'ont qu'à faire attention, beaucoup attention. Par un air, il faut qu'ils descendent dans l'eau. Ils n'ont qu'à se patienter. Si tu cherches quelque chose pour te nourrir, si je t'ai montré quelque chose qui peut t'empêcher, si tu forces, tu crées l'histoire. C'est une cure exceptionnelle. Ce n'est pas une première. La première fois quand j'ai assisté à une cure à Koulikoro, c'était en 1967. Ces jours-là, nous on a débarqué à Kolebougou. On était des pionniers, ensuite des militaires qui sont venus pour débarquer les céréales qui étaient emmagasinées au niveau de la SMDR. Mais la deuxième crue exceptionnelle que j'ai constatée, c'est celle de cette année. L'eau a envahi plusieurs maisons à Koulikoro. Pour éviter le pire, la direction régionale de la protection civile est à pied d'œuvre pour informer et sensibiliser le maximum sur les risques liés à l'habitation du lit du fleuve. Il y a l'eau dans plusieurs maisons, plusieurs familles. Et nous avons demandé à ces gens de quitter immédiatement les différentes maisons compte tenu de la montée des eaux. Face à cette montée spectaculaire des eaux du fleuve Niger, le chef de l'exécutif régional invite les habitants à respecter les mesures sécuritaires édictées. Les usagers qui se trouvent sur le fleuve ou aux abords des cours d'eau doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour évacuer les lieux. Et il appartient également aux unités de la protection civile et aux services techniques de prendre des dispositions urgentes et de prépositionner les unités d'intervention au profit des populations sinistrées. Ceux qui sont sur le fleuve, les exploitants des sables et puis les pêcheurs doivent prendre toutes les dispositions afin d'éviter les cas de chavirement de pirogues, les cas de noyade. Le colonel Sanogo salue les initiatives en cours pour soutenir les sinistrés de la région. Déjà, le ministère de la Réconciliation a donné un chèque géant pour permettre à la région de soutenir en tout cas les sinistrés de la région. Et hormis tout ça, au niveau de la région, nous avions aussi collecté des fonds. Et donc ces fonds servent déjà à soutenir les sinistrés se trouvant au niveau des écoles. Du début de la saison des pluies à aujourd'hui, 50 cas d'inondation pour plus de 8000 sinistrés ont été enregistrés dans la région de Koulikoro. Le budget primitif au titre de l'exercice 2025 de la mairie du district de Bamako est estimé à plus de 57 milliards de nos francs. L'information a été donnée hier par les membres de la délégation spéciale au cours du traditionnel débat public qui se tient chaque année, une occasion de rappeler les actions menées par la mairie du district. Tchemoro Konati. Des actions de grande envergure pour embellir la ville de Bamako. Une nouvelle dynamique à l'initiative de la délégation spéciale déployée depuis janvier dernier pour conduire les affaires de la mairie du district. Il s'agit là d'une dynamique de rupture avec le système classique. L'équipe d'urgence a ramassé et évacué un volume de 11 260 m3 d'ordures. Concomitamment, 3 dépôts de transit sont évacués en permanence par la DSUVA. Il s'agit des dépôts de transit de Darslam, Djezel, Sogonafi et Koulouba. En plus, la DSUVA collecte des ordures avec des camions sur 2 points, à savoir le marché de Dabanani, sur le boulevard du Peuple, matin et soir, et l'ex-maison de combattants et le marché de Médine. Dans le cadre de ces opérations, la DSUVA a évacué un total de 109 800 m3 d'ordures. Parallèlement au contrat de location des caissons, la DSUVA collecte des ordures à travers des caissons posés dans certains endroits sensibles du district. Dabanani, Dibida, l'ex-Wari, Al de Bamako, Gare routière, Djikoroni Para. La liste n'est pas exhaustive. Pour parvenir aux résultats engrangés, les autorités ont de prime abord procédé à l'optimisation des ressources propres de la mairie qui sont passées de 385 millions à plus de 4 milliards de francs CFA, ce qui a permis le renforcement des moyens humains et matériels. De quoi rassurer la population.
Je suis présidente d'une délégation spéciale mise en place bien après celle du district. Nous sommes un peu aussi à leur école. Ça me permet de savoir comment le processus fonctionne, dans la mesure où nous-mêmes nous sommes en train de préparer notre propre restitution. 385 millions dans un compte pour se retrouver dans 9 mois à 4 milliards 144 millions. Je crois qu'il y a de quoi justifier l'arrivée de la délégation spéciale. Donc ça veut dire que chaque mois, pendant les 9 mois, il y a une mobilisation de 422 millions par mois. Ça veut tout dire. En dépit des avancées enregistrées, des défis restent à relever. Il s'agit par exemple de la réhabilitation du marché aux roses, de l'assainissement et de l'éclairage des halles de Bamako, sans oublier la problématique du dépôt des transits des ordures en commune 4. Des préoccupations sur lesquelles les membres de la délégation ont apporté des éclaircissements. Cette séance de débat, faut-il le souligner, est un exercice annuel bien en place au cours duquel le budget primitif est rendu public pour les actions futures. Pour l'année 2025 qui pointe à l'horizon, ce budget est estimé à plus de 57 milliards de francs CFA. Actualité AES nous amène au Niger. Bulletin d'intervention des forces de défense et de sécurité dans leur mission de sécurisation du territoire nigérien de 20 au 23 octobre 2024. Commentaire Awa Maman. Dans la région de Tillabéri, sur la rive droite du fleuve Niger, sous la supervision de l'état-major tactique de l'opération NIA, les unités se mobilisent avec véhémence dans la lutte contre les forces hostiles qui assaillent la quiétude des populations. Les patrouilles menées en début de cette semaine ont consisté à des séries de bouclages suivies de fouilles de certaines localités suspectées d'abriter des groupes criminels. En effet, ces opérations ont permis d'interpeller à Tamou un brigand en possession de pièces de rechange d'engins à 2 roues, puis de saisir dans les environs de Blundjunga des effets appartenant aux criminels. Parmi le matériel confisqué figurent des téléphones portables ainsi que des adresses inscrites sur des bouts de papier. En parallèle, suite à un vol de bétail survenu aux abords de Bankilare, la réaction prompte d'une unité a visé à contraindre les ravisseurs à s'exfiltrer, permettant de récupérer l'intégralité des animaux. Toujours dans l'ouest du pays, dans le cadre de l'opération Al-Mahaou, cette semaine, les activités opérationnelles ont abouti à l'interpellation de plusieurs individus en connivence avec des groupes criminels opérant dans la zone. En effet, sur exploitation de renseignements de sources concordantes, les éléments de la brigade d'Ayourou ont réussi à capturer le dimanche 20 octobre dernier 5 individus receleurs de bétail volé. Ils ont été pris avec 13 têtes de gros ruminants antérieurement volés dans la zone de Hourara en territoire malien. Dans une autre intervention à Ayourou, 2 individus identifiés comme agents de renseignement et de ravitaillement au profit des groupes criminels ont été capturés. Dans la région de Dosso, dans le cadre de l'opération Damissa, une patrouille des forces de sécurité a intercepté 2 véhicules suspects à environ 7 km à l'ouest de Douchi dans la région de Dosso. En parallèle, les éléments du poste militaire de reconnaissance de Bosso, exploitant un renseignement, ont mené un raid à la périphérie du village. Cette opération a permis l'arrestation d'un chef terroriste de Boko Haram, recherché par le service central de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Suite à l'élévation au grade de général d'armée du président de la transition et l'élévation au grade supérieur de 10 autres officiers, l'Union malienne du Rassemblement démocratique africain, le mouvement La Sentinelle, l'Union nationale des associations des femmes musulmanes, le mouvement Mali Espoir, tous leur réitèrent leur soutien indéfectible. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toute la rédaction et merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver demain, même heure, même plateau, Dieu voulant. Ne vous attardez pas sur le passé, ne rêvez pas au futur. Concentrez votre esprit sur le moment présent, conseil de nos grands-pères. Bonne fin de soirée à tous.